Bonjour à tous et bienvenue. Vous connaissiez l'émission Face au droit social, et bien cette émission se décline. Aujourd'hui, nous allons voir face au droit à la propriété intellectuelle. Pour ce premier numéro, nous aborderons les enjeux juridiques du cloud computing. 93% des entreprises françaises utilisent les services cloud. La France est en tête des pays européens. Le nuage Internet révolutionne les usages au sein de nos entreprises. Alors comment s'en prémunir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités tout de suite sur Décideur TV. Bonjour messieurs. Bonjour Agathe. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette première émission sur Face au droit social à la propriété intellectuelle. On va tenter de traiter ensemble donc, de notre sujet, à savoir le cloud computing et son caractère bien évidemment juridique. Alors tout d'abord, on va vous présenter Mathieu Coulot. Donc vous êtes délégué juridique chez Syntec Numérique, c'est bien ça? Absolument. Très bien. À vos côtés, maître François-Pierre Lagny, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avocat spécialisé des nouvelles technologies au sein du cabinet Derriénic et Associés. Oui, exactement. C'est bien ça. Alors, avant d'entrer dans les questions juridiques, il est peut-être important de tout d'abord définir ce que c'est que le cloud computing ensemble. La CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, présente le cloud comme un dépôt vers le nuage Internet de données et applications qui existaient auparavant au sein d'ordinateurs, d'entreprises ou de serveurs. Mathieu, est-ce que cette définition vous paraît précise? Est-ce que vous voulez la compléter? Absolument, elle est assez précise effectivement, puisque le cloud, pour faire de manière très générale, c'est un accès via Internet à des services qui sont administrés par un prestataire en fait. Voilà, que ce soit des applications ou d'un espace de stockage ou une adresse email qui est un exemple de cloud computing par exemple. Le cloud, c'est largement implanté au sein de nos entreprises. Ces nouveaux usages posent évidemment bien sûr des nouvelles questions, des questions juridiques. Alors tout d'abord, maître, le droit applicable en cas de litige est-il le même que dans n'importe quel service ? Alors le droit applicable, tout simplement, il est déterminé par la convention. Et généralement, là, lorsqu'on parle de cloud computing dans le cadre de notre émission, on est bien sur du cloud demandé par des entreprises commerciales. Et ces entreprises vont signer des contrats avec les prestataires informatiques du cloud, que ce soit leurs éditeurs, un infogérant, c'est-à-dire quelqu'un qui va gérer tout le parc informatique de l'entreprise. Et la loi est déterminée par le contrat. Alors elle a son importance. Chaque entreprise doit être vigilante sur ce point-là. Il est toujours plus facile, plus aisé en cas de litige de s'expliquer devant un juge local, notamment pour les entreprises françaises, que devant un juge irlandais, voire un juge américain, puisque nombreux de nos prestataires de cloud sont quand même des grands groupes américains. Justement, vous soulevez une question intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux préconiser ou plutôt les entreprises qui sont françaises, quand on est une entreprise française, parce qu'on peut se risquer aux lois étrangères qui ne sont pas les mêmes que les lois européennes ou même les lois françaises? Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là? La loi, c'est souvent la loi du contrat. Et donc, un juge français, un juge irlandais, un juge allemand ou un juge américain va d'abord regarder les obligations souscrites par les parties dans le cadre du contrat. Et sincèrement, qu'on soit soumis à un juge français, un juge américain ou un autre juge européen, la loi entre les parties, c'est celle du contrat. Donc c'est pas très grave d'être soumis par une loi étrangère. En revanche, c'est quand même une complexification de la relation, puisqu'il faut aller prendre un avocat localement compétent et s'expliquer dans une langue généralement que vous ne maîtrisez pas. Donc le litige, quand il est externalisé, est beaucoup plus compliqué que quand il est local et français. Un prestataire américain, par exemple, peut être régi sous la loi du Patriotic Act. Vous pouvez nous en parler justement, Mathieu ou Maître Lagny, sur cette question du Patriotic Act où les Américains peuvent avoir accès à ces données qui ne sont pas parfois personnelles. On y reviendra. Absolument, effectivement. Le fait est, c'est qu'après les événements de septembre 2001, les Américains ont pris des textes assez durs sur la surveillance de leur territoire, et en l'occurrence, là, la surveillance des réseaux, Internet surtout.
Le Patriot Act, c'est un texte qui a trait à l'espionnage et à l'antiterrorisme, en fait. Donc c'est quand même très réglementé, ça n'intervient pas n'importe quand, n'importe comment. C'est le FBI, qui a un pouvoir d'enquête, qui va demander à un magistrat américain qui lui fera une requête à un magistrat européen s'il veut obtenir des données de contenu ou de connexion sur le territoire européen. Voilà. De la même manière, en Europe, nous avons des textes qui ont trait à peu près au même domaine, hein, antiterrorisme et anti-espionnage, donc sur le territoire européen et sur le territoire français. On connaît à peu près la même structure. Certaines données doivent-elles bénéficier d'une réglementation particulière? Je pense par exemple aux données de santé des employés. Oui, bien évidemment. Donc les données de santé sont des données sensibles hein, en tant que telles. Donc elles obéissent à une réglementation particulière. Et dans le cloud ou dans toute forme de traitement de données, notamment externalisées, eh bien, en France, on a un processus particulièrement sécurisé. L'entreprise dite sous-traitante, c'est-à-dire le prestataire informatique, doit être agréé dans le cadre eh bien, d'une législation particulière. Et évidemment, là aussi, s'il est étranger, ça ne pose aucune difficulté d'agrément. S'il est américain tout particulièrement, l'entreprise prestataire de services américaine eh bien, doit s'être préalablement, volontairement soumis à ce qu'on appelle les Safe Harbor, qui sont des règles permettant à l'entreprise américaine de donner une garantie de protection des données sensibles. Cette garantie doit être exigée hein, par le client, c'est important. Équivalente eh bien, aux garanties qui sont demandées pour les entreprises françaises ou européennes. Donc on l'a vu, le cloud comporte quand même des risques, mais maître, si vous deviez en présenter un qui vous paraît primordial, quel serait-il? Eh bien, c'est la première d'entre elles, effectivement, eh bien, une rupture dans la chaîne d'isolement des données. Hein. Et là, le risque, c'est effectivement que les données qui sont hébergées par ces prestataires puissent échapper au contrôle du prestataire et encore plus au contrôle du client. Et donc là, c'est la garantie que ces données, notamment sensibles, eh bien, sont dans un cadre suffisant pour garantir leur isolement. C'est le risque principal. Quelles sont les recommandations des prestataires à ce sujet, justement, Mathieu? Alors, les prestataires, lorsqu'ils ont une offre cloud, il faut d'abord qu'ils prennent en compte les contraintes légales. Hein, c'est évidemment la garantie de sécurité, la garantie de confidentialité sur les données. La localisation de ces données aussi, c'est ce que Maître Lani appelle la transparence. Il y a également les contraintes pratiques, la réversibilité des données, par exemple, dans quel cas on doit redonner les données et dans quelles conditions au client. Et puis enfin les contraintes techniques, puisqu'il faut que le système de cloud soit parfois interopérable avec le système, le SI, comme l'on dit, du client. Quel est le responsable, le prestataire ou le client légalement? Alors, paradoxalement, eh bien, c'est le client lui-même. C'est lui qui est responsable du traitement des données et plus particulièrement des données personnelles. Donc, il assure cette responsabilité et donc il doit s'assurer auprès de ses prestataires qu'il a les garanties suffisantes pour eh bien, assumer sa responsabilité de responsable du traitement. Il peut y avoir, dans certains cas exceptionnels, un débordement, c'est-à-dire que le client perd l'autonomie dans le traitement et qu'un prestataire informatique, un sous-traitant au titre eh bien, de la directive de 95 sur les données personnelles, puisse être qualifié de responsable du traitement. Et dans ces cas-là, lui-même obligé aux formalités que nous connaissons et de déclaration ou d'autorisation préalable qui sont données par les autorités locales, telles que la CNIL en France. Mathieu, vous avez présenté tout à l'heure les risques. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même s'y risquer au cloud, si je puis dire, même si ça semble être un système qui est finalement la meilleure solution pour sécuriser ces données, en tout cas? Non, il faut avoir confiance dans le cloud, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on achète tous nos billets SNCF sur Internet, vous mettez votre carte bleue à l'intérieur. C'est quelque chose qui est très réglementé et qui est sécurisé. Donc il ne faut pas à ce que les particuliers et les entreprises hésitent à aller vers le cloud. C'est de toute manière le vent de la technologie et donc le vent de l'histoire. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Face au droit social ou Face au droit à la propriété intellectuelle. Au revoir.